Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à 56 minutes synthèse, votre revue de la semaine. Tout d'abord les titres, à clôture le lundi 8 septembre dernier de la dernière session ordinaire de l'année législative. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de dresser un bilan sombre des actions posées par la 49e législature et puis lancement officiel de l'année scolaire 2014-2015 le 8 septembre à Léogane par le chef de l'État et le ministre de l'Éducation nationale. Le président Martelly a renouvelé la volonté de son administration à améliorer le système éducatif haïtien. La crise politique actuelle a été au centre d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies jeudi. La chef de la MINUSTAH, Sandra Honoré, a dénoncé un manque de volonté des acteurs haïtiens à parvenir à un accord en vue de faciliter la tenue d'élections dans le pays cette année. Jean-Bertrand Aristide a signé à résidence surveillée suite à une décision du juge Lamar Bélisère chargé d'instruire le dossier de corruption, détournement de fonds publics et trafic illicite de stupéfiants impliquant l'ex-chef de l'État, une assignation de plus en plus contestée par les juristes et des parlementaires. La Direction générale des impôts resserre les taux autour des chauffeurs et propriétaires de véhicules non encore détenteurs de vignettes pour l'exercice fiscal 2013-2014. Des instructions ont été passées aux agents de la PNH pour confisquer tout véhicule circulant dans la vignette sans la vignette à partir du 10 septembre 2014. Lancement de la 3e édition de la Haïti Fashion Week autour du thème Ma mode, mon patrimoine, prévu du 30 octobre au 2 novembre 2014 à Pétionville. Cet événement culturel réunira environ 45 designers haïtiens avec comme pays invité le Mexique. À l'étranger, les États-Unis ont commémoré ce 11 septembre le 13e anniversaire de l'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center. L'occasion pour le président Barack Obama d'appeler les Américains à ne jamais céder à la peur. Voilà pour les titres, à tout de suite. Alekile ak spécial promotion top up natcom là, sorti mardi pour arriver jeudi, depuis yon moun lot bot lo recharger un 5 à 7,99$ sur l'île Haïti, natcom a multiplié montant ça pour moun ka recevoir rechargement en Haïti. En plus, natcom a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le les familles lot bot lo pour dire merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la mes amis, faut que li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. Parents yo, s'il te plaît, une vance pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. On démarre avec le développement de 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. La dernière session ordinaire de l'année législative 2014 a été clôturée le 8 septembre dernier. En la circonstance, le président de l'Assemblée nationale, Simon de Soldera, a dressé un bilan sombre de la 49e législature. Le Parlement était balkanisé et un poids au jeu de majorité et de quorum, a déploré Simon de Soldera. Le sénateur affirme cependant que tout n'est pas perdu et que l'organisation des élections dans le pays contribuera à rectifier le tir. Nous disons aux collègues députés et sénateurs qui partent, bon combat. Aux sénateurs mandatés jusqu'en 2017, maintenez la flamme, pérennisez le Parlement, veillez sur la démocratie, mais ne soyez pas une chambre de refus ou d'enregistrement. Aux acteurs de tous bords qui nous écoutent, nous conseillons de faire des choix historiques et de partager le capital politique pour des retombées collectives heureuses et payantes pour l'avenir du pays. Pour le peuple haïtien qui nous a tous mandatés
et pour le bien-être duquel nous officions et exerçons le pouvoir législatif, nous disons courage et optimisme. La démocratie vaincra. Je termine en offrant à votre délectation cette simple phrase du président du Parlement étranger en fin de législature. Et je cite: j'ai appris que tout le monde veut vivre au sommet de la montagne, sans savoir que le véritable bonheur réside dans la manière de l'escalader. Députés et sénateurs de l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs, la 39e législature vous dit au revoir. Elle vous remercie tous et toutes de vos services, de votre dévouement, de votre amabilité. Je souhaite à tous les candidats et candidates, à toutes les candidates aux prochaines élections, bonne campagne, bonne chance et bon retour éventuellement. Par ailleurs, le président du Sénat de la République, Dieuseul Simon-Dera, a exhorté les parlementaires dont les mandats arrivent à terme de continuer à lutter pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Le deuxième sénateur du département du Centre a appelé les sénateurs restants jusqu'à 2017 de maintenir le flambeau et de ne pas monnayer leur mandat. Le parlementaire en a profité pour inviter le peuple haïtien à faire un choix éclairé aux prochaines joutes électorales. Les déclarations du président de l'Assemblée nationale, Dieuseul Simon-Dera, au micro de Enoch Élisée Cajou et Yvan Seyid. Honorables députés sénateurs de l'Assemblée nationale, malgré les passions et les égarements qui ont bousculé le visage de la 49e législature, tout n'est pas perdu, tout n'est pas encore joué. Vous êtes des acteurs, vous pouvez aider à remonter le courant, à renverser la vapeur. Le Sénat siège en permanence et des convocations à l'extraordinaire peuvent intervenir pour offrir les passerelles de sauvetage nationale. Soyez vigilants. Députés pour saisir au bord l'aubaine républicaine, si elle est jetée au vent et qu'elle passe à votre côté. Y a-t-il un printemps possible dans le vacarme de la balkanisation des chambres et jusqu'au boutisme suicidaire que nous réprouvons? Les élections sont nécessaires, impératives, pour entendre la voix du peuple et éviter le chaos. Si les lois sont muettes sur les comportements et les actes attendus des acteurs en scène, il faut voter d'autres lois. Dans le cas de vide légal, d'absence de loi, le consensus le plus large possible supplée à la loi en attendant l'intervention du législateur. Le vice-président de l'Assemblée nationale dit partir avec le cœur léger, avec le sentiment du devoir accompli durant les 4 années passées au Parlement haïtien. Le député Jacques Stevenson Timoléon qui a rappelé que la Chambre des députés a voté les amendements à la loi électorale, cadre légal sans lequel les élections ne peuvent se tenir dans le pays, dit déplorer que ce document si important est en souffrance au Sénat de la République. Le président de la Chambre des députés, Jacques Stevenson Timoléon, était au micro de Enoch Élisée Cajou et Yvan Seyid. Retournons dans nos circonscriptions avec l'allégresse communicative du guerrier victorieux et l'opiniâtreté altière du conquérant permanent. Moi, je rentre chez moi dans les mêmes sentiments et avec les mêmes prétentions. Je vous souhaite à tous, autant que vous êtes, de nous retrouver bientôt au lendemain des épreuves électorales, dans cette même salle où nous avons croisé les fers sans nous étrier vraiment, où seulement une innocente guerre de mots et d'idées aura soutenu la vitalité de nos débats au nom du bien, du beau, du vrai, au bénéfice de la République et de la nation haïtienne. Quittons-nous avec le ravissement partagé d'avoir mené le bon combat, dans un camp ou de l'autre, dans la chaleur de nos convictions respectives et avec les armes courtoises de la joute oratoire et du dialogue démocratique. Avec, par-dessus tout, la satisfaction ultime et sublime que tous, nous avons appartenu, nous appartenons et nous appartiendrons à jamais au camp du peuple haïtien qui mérite que tous ses fils et ses filles authentiques se sacrifient pour son bien-être. Je contemple déjà et je célèbre par anticipation la bienvenue des retrouvailles prochaines.
Au revoir mes chers collègues et à bientôt. Le député de Sodo a félicité ses collègues pour avoir voté lundi dernier sa proposition de loi visant à augmenter le nombre de départements géographiques et les communes du pays. Il n'est plus qu'une nécessité de diviser les 3 grands départements du pays, à savoir l'Ouest, l'Artibonite et le Centre, vu leur capacité, a expliqué le député Romuald Smith, initiateur de cette proposition de loi. Le représentant de Sodo à la Chambre basse a encouragé les sénateurs à voter ce document dans le même sens que les députés. Le député Romuald Smith était au micro de Yvan Seyid. Et l'on regarde haut plateau avec bas plateau, ou après c'est des zones nettement différentes. Ou après mon haut plateau, il ne pas même parler même avec mon bas plateau central. Ça veut dire que c'est des zones nettement différentes. Ou après bas plateau, on dit genre rapproché de l'ouest plus, et ou après on dit genre tout, et on dit genre et sous Belader et zone Savadette, ou après on dit genre limitrophe avec les Saint-Domingue. Mais l'on regarde bas plateau avec haut plateau, c'est des zones différentes. Et on regarde grosseur physique du département par rapport à une place géographiquement, il était censé une nécessité même. Ça veut dire qu'il y a 3 départements qui ont parfaite nécessité pour diviser. Par exemple, on prend le département de l'Ouest qui divise au niveau de une région, les Palmes qui sont venus au département, selon et proposition de loi votée. Et on a l'Artibonite, d'accord, dit il y a un plus gros département qui garde le pays. On regarde pas l'Artibonite, on regarde c'est même on parle de plateau central. Avec le plateau central, c'est des bagailles nettement différents. Ça veut dire, je pense qu'il y a 6 départements divisés. Par exemple, 6, Sud, Sud-Est, ça veut dire qu'il y a un ensemble de départements qui sont divisés. Mais si nous avons 3 départements, je pense que si le Sénat a voté pour la proposition de loi, même ça veut dire que nous avons justice et pour le département. Réagissant sur la proposition de la Chambre des députés d'augmenter le nombre de départements géographiques de la République d'Haïti à 16, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé met en doute les études techniques ayant conduit à cette disposition légale. Tout en promettant d'analyser le document en profondeur, le premier sénateur du Nord-Est exprime des réserves quant à la possibilité d'augmenter le nombre de communes du pays. Les propos du sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé sont recueillis par Dukenson Lazare et Yvan Seyid. Dernière session ordinaire, ils ont voté plusieurs lois, il y en a qui me féliciter, mais il y en a qui me mettent interrogation. L'aime garder la France, je dis, l'a fusionné des communes, l'a diminué des départements, et puis pendant Haïti, nous-mêmes, nous avons fait plus de départements. Est-ce que nous gagnons plus de moyens? Est-ce que nous gagnons toute étude technique qui a été faite pour te permettre que le nouveau département ça a été fait? Je ne sais pas, mais cependant, je connais le document ça bien pour arriver dans le Sénat, ça m'a bien pour m'analyser, pour moi que pertinence là, est-ce que c'est nécessaire ou bien pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de faire plus de départements pour que nous capoter services de base, parce que nous gagnons dans la section communale, nous avons des communes, nous avons des départements qui l'ont déjà dans le service que nous n'avons pas gagné. Cependant, je ne vais pas commencer et prendre une position, mais je vais analyser les arrivées dans le Sénat pour nous pertinence là, est-ce que nous-mêmes nous soutenir ou bien que nous allons essayer de faire un autre calcul. Dans le département nord-est, seulement, nous avons des communes qui ont besoin, au moins 5 à 6 communes qui ont besoin, et 5 à 6 sections communales qui ont besoin pour avoir une commune. Mais il faut analyser, est-ce que dans le moment, l'État prend charge ça ou bien s'il n'est pas capable. Pour sa part, le premier sénateur du département du Centre fait une approche économique catastrophique de la proposition sur le redécoupage territorial. Francisco de la Cause, qui dit tenir compte des problèmes que connaît le pays actuellement, prend le contre-pied, lui également, de la manière dont ce modèle de décentralisation a été pensé. Les précisions du sénateur Francisco de la Cause au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. Si nous regardons sur le plan économique, nous regardons un pays qui a en difficulté, qui a toujours gagné des urgences qu'il a gérées, et on sentit que sur le plan économique, nous avons de grands défis, une série de grands problèmes cruciaux. Inflation, problème de chômage, pas de travail, et il faut regarder que qui politique que va gagner d'autonomisation, politique de territorialité pour capable répondre à nouvelles communes, à nouveaux départements, parce que ça va impliquer des dépenses. Le fait que vous déjà gagné des départements qui ont des difficultés, vous-même seuls ne pouvez pas répondre.
pour gagner on série de côté, par exemple, si ton pays sérieux, qui était commune, pour t'arriver de dans la section communale, si tu as fait un calcul. Ça veut dire que ça t'a demandé, pas connaître, parce que faut avoir une étude très approfondie qui est faite, et par rapport à l'ensemble de problèmes que me posez là, pour nous, si effectivement, ça t'a bien venu, on va répondre ça. Autre point de l'actualité, parlons maintenant de la crise préélectorale. Le chef de l'État a décidé de rencontrer les sénateurs de la République, incluant le groupe des 6 ainsi que les partis politiques de l'opposition. C'est ce qu'a informé une note publiée mardi dernier au palais présidentiel. Cette nouvelle rencontre entre les acteurs de la scène politique qui devraient intervenir sous peu fait suite au refus des sénateurs du groupe des 6 de rencontrer le président Martelly au palais national le 1er septembre dernier. Une démarche qui vise à trouver une solution à la crise préélectorale, a indiqué le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, qui donnait lecture de cette note de presse au micro de Enoch Élisée-Cajou et Max Joseph. Le secrétariat général de la présidence informe que le chef de l'État, son Excellence Michel-Joseph Martelly, a pris acte de la fermeture des travaux ordinaires de la 49e législature sans le vote des amendements à la loi électorale par le Sénat. Il a pris aussi acte de la volonté exprimée par la Chambre des députés à travers sa résolution du 4 septembre 2014 demandant au Conseil électoral provisoire de procéder sans délai à la mise à jour du calendrier électoral aux fins de publication et d'arrêter les dispositions nécessaires en vue d'organiser des élections pour les 2 tiers du Sénat, la Chambre des députés et les collectivités territoriales au plus tard à la fin de l'année 2014 afin de répondre aux vœux de la Constitution et de la loi électorale de 2013 en vigueur, principalement en son article 19-1 renforcé par l'accord d'El Rancho, que suite à sa lettre du 4 septembre 2014, le président du Sénat a clarifié la position de l'abstention des 6 sénateurs de répondre le lundi 1er septembre 2014 à l'invitation au Palais national du président de la République pour aider à trouver une solution à la crise institutionnelle qui empêche au Parlement d'être fonctionnel dans sa totalité, que, tenant compte des positions multiples exprimées de part et d'autre au sein de la population à la recherche d'un consensus national, le chef de l'État décide de recevoir les 6 sénateurs, de les entendre, de recevoir les partis auxquels ils sont attachés comme ils l'ont recommandé, de rencontrer aussi les autres sénateurs de la République, d'élargir la rencontre aux autres grands corps de l'État et d'étendre ces consultations aussi aux autres partis politiques et à tous les secteurs de la société en général. Il faut dire que cette décision du président de la République est intervenue après la fermeture de la 49e législature et sans que le Sénat n'arrive pas à opérer les amendements à la loi électorale. Toujours en ce qui concerne la loi électorale, le sénateur de l'opposition Moïse Jean-Charles, membre du groupe des 6, a salué la décision du président de la République Michel Martelly de rencontrer différents secteurs de l'opposition politique. Selon lui, si le président de la République avait pris le chemin du dialogue dès son arrivée au pouvoir, la crise politique actuelle aurait pu être évitée. Le sénateur Jean-Charles a toutefois noté qu'il sera absent de cette rencontre, mais dit cependant espérer que l'intérêt de la population sera au centre des débats. Le sénateur Moïse Jean-Charles était au micro de Dukenson Lazare et Yvan Saïd. C'est pour être capable de respecter la Constitution pays là. Là, nous parlons de respecter la Constitution là, ça veut dire ça qu'a fait tolérer dans tout moment dans vivre là yo, c'est question de loi électorale là, c'est question amendement de loi électorale là. Il y a des gens qui te quoi, c'est nous-mêmes qui t'a bloqué. Et bien je dis au président montre tout le monde clair, c'est pas nous qui t'a bloqué. Et le président a des raisons. Ça veut dire qu'il a besoin de chita sur la loi, l'aile ouverte pour le temps des différents secteurs qui peuvent venir par la veille. Deux bagages. Le premier bagage là, c'est même article ça me sorti là qui est important. Deuxième bagage là, c'est par rapport à l'environnement électoral là. C'est pas ça qu'on peut parler. Je pense que nous-mêmes nous déjà connaissons pas présent dans le compte ça. Mais ça moi-même je souhaitais les gens qui veulent parler de la constitution pour être capable de discuter ensemble avec le président du pays, même si on est un président qui est impliqué dans toutes les mauvaises affaires. Mais le fait que Blanc mette là, nous-mêmes qui sommes démocrates, il faut défendre l'intérêt paysan, il faut défendre les Haïtiens.
Entre-temps, sachez que le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu jeudi dernier une réunion autour de la conjoncture socio-politique en Haïti et le climat sécuritaire qui prévaut dans le pays. À cette occasion, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Sandra Honoré, s'est dit préoccupée quant au manque de volonté des acteurs de parvenir à un accord en vue de faciliter la tenue d'élections dans le pays cette année. Madame Honoré a souligné la méfiance et les désaccords entre l'exécutif et les sénateurs de l'opposition qui retardent le processus électoral, évoquant les efforts consentis récemment en vue d'une issue au blocage politique actuel. Sandra Honoré a toutefois déclaré, je cite, « Étant donné le temps nécessaire pour les préparatifs logistiques, la fenêtre pour organiser les élections avant la fin de l'année se referme désormais rapidement ». Elle a en outre rappelé qu'à défaut d'avoir des élections en Haïti cette année, le Parlement pourra plus fonctionner et le pays connaîtra un vide institutionnel au-delà du deuxième lundi de janvier 2015. Johnson Dieujuste a réagi ce vendredi sur les déclarations de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré. Pour le parlementaire, la diplomate accuse injustement les sénateurs du G6 dans le blocage du processus électoral. Johnson Dieujuste d'y voir dans la position de Mme Honoré concernant la crise politique actuelle une tentative visant à déresponsabiliser la mission onusienne face à ses échecs en Haïti. Les propos de Johnson Dieujuste sont recueillis par Dukenson Lazare et Jasmin Denis. Son déclaration que Mme lui-même lui accuse le groupe 6 groupe 6 sénateurs ça son façon pour capable justifier la présence ministre en Haïti. Même pas quoi c'est au cours de l'année 2014 que l'exécutif là était pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti. Nous avons 3 ans. Son pays qui a fonctionné, nous sommes capables de dire presque sans élu. Là, nous prenons la zone rurale, pas de Kazek, pas de magistrat. Mais l'exécutif là pour faire l'élection depuis 2011. L'élection pas faite dans le pays. Madame Sandra capable toujours faire et intervenir dans ce sens. Même j'ai tout des institutions qui présentent dans le pays qui toujours décaissent des millions de dollars, mais qui ne peuvent jamais résoudre le problème de la nation. Son façon qui est le problème toujours là. Pour qu'il soit capable de justifier la présence dans le pays. Pas pour tout le Parlement, que tout parlementaire est capable toujours de côté exécutif. Là. Ça qui arrive au niveau de tout Parlement, ça fait au monde que tout Parlement, ou des parlementaires qui proches exécutif là, qu'on s'attend qu'il y a des parlementaires qui défendent des causes réelles. Mais le groupe 6 là même pas ces revendications même le juste. Et parce que eux-mêmes, sans se positionner en fonction de ça qui passe dans le pays, nous conscients que plusieurs conseils électoraux passent dans le pays, pas jamais une élection honnête, crédible, démocratique qui est réalisée dans le pays. Il y a pour qu'il y ait une stabilité, un changement, un développement durable dans le pays, qu'il y ait un conseil électoral plus ou moins honnête, crédible et démocratique qui mette campé dans le pays pour organiser l'élection, pour qu'il n'y ait pas d'élection. L'ancien président Lavalas, Jean-Bertrand Aristide, est assigné à résidence surveillée. Selon une ordonnance rendue en début de semaine par le juge instructeur Lamar Bélizaire, qui enquête sur le dossier de corruption et détournement de fonds publics impliquant l'ex-chef de l'État quand il était aux affaires de 2001 à 2004. Selon cette ordonnance, la résidence de Jean-Bertrand Aristide à Tabar sera encerclée par les agents de l'administration pénitentiaire nationale. Le pourtour du domicile sera gardé par des agents de la direction centrale de la police judiciaire. Le magistrat instructeur serait également le seul à autoriser des personnes à rendre visite à Jean-Bertrand Aristide dans sa résidence de Tabar. Il faut dire que les agents de l'USGPN attachés à la sécurité de Jean-Bertrand Aristide ont été relevés de leur poste à Tabar la nuit dernière. Information confirmée par la coordonnatrice du Parti Famille Lavalas, Maryse Narcisse, qui intervenait vendredi sur les ondes d'une station sœur de la capitale. Maryse Narcisse dit voir dans cette décision un plan visant à exécuter l'ancien président assigné à résidence surveillée. Il faut dire que les réactions pleuvent du côté des membres du parti Lavalas depuis l'annonce de cette mesure du juge instructeur Lamar Bélizaire d'assigner Jean-Bertrand Aristide à résidence surveillée. Dans une note publiée jeudi, des parlementaires proches du régime Lavalas expriment leur mécontentement par rapport à la décision du juge Lamar Bélizaire. D'après cette note, le régime au pouvoir est en train de faire diversion pour soudoyer le peuple haïtien qui fait face à toute forme de difficulté. Les explications du sénateur Pierre-Francky Exeus, signataire de la note, est au micro de Dukenson Lazare et Yvon Saïd. Nous considérons les professeurs qui travaillent dans le programme SIGOA qui ne pourront jamais toucher une goutte. Nous considérons les professeurs qui travaillent dans le programme Bonéia qui ne vont jamais toucher. Nous considérons l'école qui est ouverte le lundi 8 septembre, jusqu'à présent, maman et papa pour qu'on ait petite école. Nous considérons le terrible accident qui fait ce monde d'apion avec la Clessine. Nous considérons le gaz là qui va monter dans le jour, qui va venir pour voir Matéli la motte là utiliser le juge Lamar Bélizaire pour détourner attention à dossier Aristide là.
Il n'a pas fait aucun doute pour personne que le gouvernement Martelly, la mode là, pas entendre respecter les droits citoyens qui pas danser, coller à lui. Dans ce sens, pour persécuter tout opposant, il décide d'utiliser la justice. Je dis à chaque citoyen de poser des questions, pour qui ça, tout empressement ça, dans un dossier qu'il a depuis plus de 2 ans, pour qui ça, c'est jeudi, un jour avant les partis, juge Belize décide d'envoyer une lettre par DCPJ à PENA pour empêcher le monde d'entrer avec le président et puis tout empêcher que le président sorte la Kaili sans aucune loi dans le pays, pas permettre ça. Il faut que le peuple arrête mobilisé pacifiquement, sans violence, pour le cas défendre le droit. Et nous demandons des classes politiques, opposition, à la société civile organisée, il faut qu'ils disent non à Jean Lamotte, à Martelly, à mener justice pays. La Constitution haïtienne ne reconnaît pas l'assignation à résidence et encore moins l'interdiction de départ, fait valoir le sénateur Moïse Jean-Charles, refusant de nier ses attachements au camp lavalassien. Le sénateur de la République dit souhaiter que le juge Lamar Bélizaire se ressaisisse concernant ce dossier. Moïse Jean-Charles encourage les organisations des droits humains en Haïti à se pencher sur la poursuite de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, qu'il qualifie de persécution politique. Moïse Jean-Charles est au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. C'est vraiment un mauvais précédent pour le pays. Nous ne pouvons pas aucun côté dans la loi haïtienne, soit dans la constitution paysan, ou bien dans le code pénal, ou bien dans le code civil, nous ne pouvons pas qui côté. Il y a une loi, il y a un article qui dit qu'on doit mettre tout le monde dans la résidence civile dans le pays d'Haïti. Nous souhaitons que le juge Bélizaire les rétracte par rapport à la proposition de là. En même temps, c'est vrai par rapport à tout problème qui gagne. Nous avons déjà connaissons la position déjà. Depuis ces dossiers de la justice, c'est un Moïse pas fait boucher là-dedans. Mais depuis ces dossiers de persécution politique, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord avec les gens des comportements. Nous profitons de moment ça pour nous faire un appel vers toute organisation de droit monde pour être capable de défendre Aristide. Nous pensons que par rapport à comportement juge là, nous sommes tous capables de voir son dossier vraiment politique. Et nous-mêmes, quand on soit citoyen dans le pays, nous ne sommes pas d'accord pour violer les droits. Nous ne pas rappeler, s'il était fait déjà, il n'est pas fait dans le cadre de la loi, il est fait en dehors de la loi, et s'il était fait déjà, nous condamner, et je dis encore, nous continuons à condamner le comportement ça, parce qu'il n'est pas bon pour la démocratie, et c'est vraiment un mauvais précédent pour le pays. Les gens de comportement ça, on juge à prendre une bonne décision ça, en dehors de la loi. Des sénateurs de l'opposition ont dénoncé le fait que la notion d'assignation à résidence ne figure pas dans la législation haïtienne, avis que partage l'avocat Napoléon Lauture. L'homme de loi, qui intervenait à la rubrique Tendance sur Télésignal jeudi, a souligné que cette notion est une mesure restrictive de liberté adoptée en France. L'assignation à résidence peut être ordonnée lorsque des conditions cumulatives sont réunies. Le code pénal et le code d'instruction ne font aucune mention d'une telle mesure, a informé l'avocat. Napoléon Lauture répondait à Tamara Oyankar. Dans le système juridique haïtien, nous n'avons pas gagné une institution comme ça. Mais les nous entendons que c'est une expression ces derniers temps qui sont toutes les lèvres. À ce moment-là, nous-mêmes, nous avons questionné, nous avons entré dans le code pénal, nous avons entré dans le code d'instruction criminelle pour nous qui coûte les bagages à sortir. Ok. Et avant d'arriver là, permettre que les téléspectateurs comprennent. La loi en Haïti, les chita sur qui ça? Code civil, code pénal. Et en matière, on connaît plusieurs disciplines juridiques, il y a plusieurs branches de droit. Nous-mêmes là, les on parle d'assignation à résidence, c'est de là où on a un système répressif, on a un droit pénal. Mais même moi, les par exemple, m'entendez, il y a parlé d'expression. D'accord? Ça me fait, on connaît mal faire recherche moi en dans code pénal là, en dans code criminel là. Et recherche moi faire me comprendre que une institution comme ça n'a pas existé dans le système juridique répressif haïtien. Des instructions ont été passées aux agents de la PNH pour confisquer tout véhicule circulant sans la vignette de 2013 à 2014 à partir du 10 septembre 2014. Le directeur général adjoint de la DGI s'est montré très formel là-dessus. Morlan Miradin a précisé en outre qu'une exonération a été accordée aux propriétaires de véhicules qui n'ont pas payé leur vignette depuis 3 années. Le numéro 2 de la DGI, qui a annoncé la mise en circulation de nouvelles plaques d'automobiles d'ici le début du prochain exercice fiscal, a averti
Par ailleurs, que sans la vignette, aucun propriétaire de véhicule ne sera autorisé à retirer ses nouvelles plaques. Morlan Miradin au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Nous commandons 300 000 vignettes. Pour un parc automobile, nous gagnons 250 000. Quantité de vignettes nous livrées, c'est 109 954 jusqu'au 31 août. En termes de pourcentage, nous voyons que il représentait 43%, 43,98%. Eh bien, mais qui ça gagne? L'État a retiré 1 an pour il m'a demandé de payer 2 ans parce que nous étions en retard. Quand il y a l'exercice fiscal qui va commencer à partir d'octobre, il y a un monde qui continue pas à retirer vignette, ou t'as campé machine dans quelconque, ou pas retirer vignette là, et bien on a besoin de machine pour rouler quand même. À partir du 1er octobre, on ne pourra pas bénéficier de ça encore. 1 an, ça a été retiré pour moi. Parce qu'on sera toujours dans l'impossibilité pour circuler la machine là, parce que nous allons commencer par la plaque. Nous allons commencer par la plaque. Cette fois-ci, c'est 2 plaques nous avons gagné. Une plaque à l'avant et une plaque à l'arrière, comme l'était dans le temps. Kounia, pour venir retirer la plaque, ça, voilà qu'on n'a pas de payer 2 ans vignettes qui ont été retirées en année sous les pots, et bien qu'on n'a pas le gain pour payer toute vignette là, plus plaque là. La police recevra instruction pour prendre responsabilité là, pour tout le monde qui va venir retirer vignette ça. Des véhicules saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la fraude et l'évasion fiscale seront vendus à la criée le samedi 20 septembre prochain. Selon une annonce du directeur général de l'administration générale des douanes, Fresnel Jean-Baptiste, plus de 2000 véhicules ont été saisis depuis la mise sur pied du comité interinstitutionnel contre la contrebande, le blanchiment, la fraude fiscale et la corruption. Fresnel Jean-Baptiste brandit les articles 234 et 235 du Code douanier, autorisant l'État à procéder à la vente des véhicules et produits dont le délai dépasse au moins 2 mois au niveau de la douane. Fresnel Jean-Baptiste au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Nous avons d'abord l'article 234 du Code douanier qui autorisait la douane, après avoir saisi des biens de consommation, premièrement, et marchandises qui saisissent, ils vont à la criée publique, alors que le moyen de transport suit selon la discrétion du directeur général, eh bien, le moyen de transport, ça, direction générale qui a fait mon payer une amende et puis les livrer le moyen de transport là. Diagnostic qui finit par sortir, c'est que nous n'avons pas de véhicule, nous n'avons pas de contrebande sans véhicule. Nous saisissons déjà 212 véhicules. Mais malgré tout, l'activité a continué. C'est ainsi que, au niveau du task force, la décision a été prise hier que nous avons appliqué l'article douanier qui dit qu'à partir de 6 mois que on bien arrêté sous contrôle de la douane, bien ça passible pour vente à la criée publique. C'est ainsi que à partir de samedi, le samedi 20, on procédera à la vente de tous les véhicules qui gagnent plus de 6 mois dans le système. Vous suivez 56 minutes synthèse. Autre point, cérémonie de commémoration du 10e anniversaire de l'unité de lutte contre la corruption jeudi soir à Pétionville en présence du président de la République, des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Le directeur général de l'USCC, Antoine Atoris, qui prenait la parole à l'occasion, a vanté les actions entreprises par cette entité publique pour combattre le phénomène de la corruption qui gangrène la société. Antoine Atoris est au micro de Esaü César et Wendy Henry. Les résultats obtenus sont le fruit du labeur inlassable d'une équipe dynamique, dévouée et professionnelle, dont l'engagement pour certains atteint parfois les limites du sacrifice. C'est pour moi l'occasion de présenter publiquement à chaque membre de l'USCC mes plus vives félicitations. Pour terminer, je voudrais exhorter nos chers concitoyens, nos chers compatriotes, à œuvrer ensemble, à continuer de supporter
la lutte contre les anciennes et mauvaises pratiques de corruption dans notre société pour qu'Haïti reprenne désormais sa place dans le concert des nations de prestige de la Caraïbe et de l'Amérique, comme telles ont été les instructions du président et du Premier ministre, à travers ce slogan « Zéro corruption, 100% développement pour un pays émergent à l'horizon de 2030 ». Le président de la République présent à la cérémonie marquant le 10e anniversaire de l'unité de lutte contre la corruption a mis l'accent sur l'importance du travail effectué par cet organisme étatique dans le but de combattre la corruption à tous les niveaux. Michel-Joseph Martelly en a profité pour exhorter l'ULCC à multiplier ses efforts afin de favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique et établir un climat de confiance capable de promouvoir l'investissement dans le pays. Michel Martelly au micro de Esaü César et Randy Harris. Je vous convie tous à vous regrouper comme un faisceau derrière l'ULCC pour nous aider à combattre ce cancer que constitue la corruption qui déborde le cadre de notre imagination. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement a promulgué la loi contre la corruption et fait voter la loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour renforcer le travail exceptionnel qu'entreprennent les dirigeants et cadres de cette entité. J'attends que ces instruments légaux soient utilisés et mis en application comme il se doit. N'hésitez pas à les appliquer. N'ayez pas peur. Vous avez tout mon support et tout le support de mon gouvernement. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est égal devant la loi et doit être traité de façon identique. Juste le temps d'observer une pause à 56 minutes synthèse. On vous revient dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, bon goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito.
suspend inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait un gros ingrédient naturel tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon jambon pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon jambon, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est lui celle qui va faire manger ou pas ça. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. La suite de 56 minutes synthèse accident de la circulation survenu mardi après-midi sur la route nationale numéro 2 à hauteur de Morne-Tapion dans la commune de Petit-Gouave. Un camion assurant le trajet Port-au-Prince-Jérémy a été renversé dans un ravin. 23 de passagers, dont des enfants, ont perdu la vie dans la tragédie, tandis que 37 autres en sont sortis blessés. Certains ont été transportés d'urgence à l'hôpital Notre-Dame de Petit-Gouave. Les causes de l'accident demeurent jusqu'ici inconnues. Notre correspondant à Petit-Gouave, Ruisson Saint-Just, nous en dit davantage. 23 personnes morts, 37 autres blessés. Parmi les cadavres, il y a 10 filles, 8 garçons, 3 filles et 2 petits garçons. C'est bilan accident circulation qui fait sur route nationale DA à hauteur Morne-Tapion, journée mardi 9 septembre 2014 là. Machine ça, c'est un autobus d'immatricule TP 7737 qui portait l'enseigne Persévérance qui tape sorti en direction capitale haïtienne pour rentrer dans le département Grandance PIA et qui te gagne à bol environ 41 passagers. Explication, Youn n'a rescapé. On a monté mon avion, l'arrivée en l'air, je suis fait descendre sur même vitesse. Les équipes va le point. On a commencé à descendre mon avion. Comment est la machine ça? Machine de 41 personnes plus ou libéré. Voilà, Macron nous libère. Côté de la voile. J'ai vu une balle. Champion. Gage choisi. Après, bon Dieu, c'est là parce que Macron fait mal. Bon Dieu, vous me donnez quand même. C'est bien 90 m'a fait où j'ai. Chauffeur à lui-même pour dire, bon Simon, nous avons un premier voyage avec nous, c'est ça que nous venons faire deuxième voyage. Nous avons mis parce que monsieur cousin nié, son Paul. Moi-même, c'est Oussel. Comment les machines là? Machine à marqué Persévérance. Majorité de blessés, ça y est, de recevoir premier soin dans l'hôpital Notre-Dame Tigouave avant plaisir la dayo te transporté en urgence à bord ambulance vers l'hôpital Port-au-Prince. Pendant que l'autre n'a blessé yo qui rentré dans l'hôpital la capitale là à bord d'un hélicoptère Haiti Airlines pour aller recevoir soin. Après constat juge de paix, Jude Jean Léandre, cadavre sa yo a glacé en dedans de l'hôpital Notre-Dame Tigouave en attendant parents yo viennent réclamer cadavre yo. Wilson Saint-Just Petit-Gouave signale. Ce 11 septembre 2014, l'autorité portuaire nationale a réalisé un exercice de simulation. Réponse, un cas d'attaque terroriste. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la certification du port international de Port-au-Prince, relativement à la capacité de son personnel à faire face à toutes sortes de menaces, en général, et terroristes en particulier. Enoch Elizekajou et Samus David François, le reportage. 11 septembre 2014, il est 11h du matin. L'alarme retentit au sein de l'autorité portuaire nationale, au boulevard Harry Truman. Pour démarrer un exercice de simulation, une attaque terroriste vient de se produire. Les employés sortent dans la discipline. Les agents de la sûreté, supportés par les sapeurs-pompiers, entrent en scène pour circonscrire la menace que décrit Alix Célestin, directeur général de l'APN. Avant que nous réalisions son menace, on y a deuxièmement des villes explosées. Donc, des cas de vélo seront notre menace. Après la neutralisation de l'engin explosif, les agents de la sûreté font face cette fois à un terroriste armé au chalet d'accueil du port. Les policiers de l'UDMO se mêlent de la partie. Le forcené est vite maîtrisé, il est 11h25. Le directeur général de l'APN explique les raisons d'être de cet exercice qui rentre dans le cadre des exigences du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Demander pour que le port soit capable de mettre en mesure pour faire face à n'importe quelle menace. Et une mesure, c'est l'exercice pour faire pour simuler pour rendre des menaces. L'attaque du 11 septembre 2001 aux États-Unis
a changé la face du monde. Les services de sécurité du monde libre doivent s'adapter à un ennemi atypique qui ne respecte pas les normes conventionnelles généralement admises lors des guerres. Le président Michel Martelly a officiellement lancé l'année scolaire 2014-2015 lundi dernier à Léogane, au sud de la capitale. Le chef de l'État, qui était accompagné de la première dame Sophia Martelly, des ministres de l'Éducation nationale Lespi Maniga et de la Santé publique Florence Duperval-Guillaume, a visité 3 établissements scolaires de la ville. Il s'agit des écoles nationales Sainte-Rose de Lima, de Guérin et du lycée Nana Carona. Michel Martelly a renouvelé sa détermination à accompagner le secteur de l'éducation pour que tous les enfants haïtiens puissent avoir accès à une éducation de qualité. Suivez un extrait de sa déclaration. Un pays qui est ravagé par le chômage, et pour 85% de l'école privée, 15% de l'école publique, je dis à dit qu'en termes de l'école que nous construisons, le chiffre ça a commencé à baisser. Je dis à dit que nous construisons pile l'école qui fait que il est déjà passé de 80% l'école privée après de 20% de l'école publique en termes de bâtiment. Maintenant, effectif, qui veut dire monde qui va payer l'école qu'on y a là, chiffre là, tout lui changé. Chiffre là, 40% si monde qu'on y a dans l'école publique, 40%, et 60% dans l'école privée, parce que quand dans l'école privée, quand il y a un programme SUGOA, que le gouvernement met sous pied, à travers la vision président Martelly, pour faciliter par an, ça pas de moyens d'ailleurs. L'éducation doit un bagage qui est disponible pour tout petit pays, donc il faut que les gratis pour les gens qui ne sont pas capables là, pour ça pas empêcher de joindre l'école gratis là quand même. Le ministre de l'Éducation nationale, Lespi Maniga, a expliqué que son ministère était instruit d'accompagner les élèves en vue d'un meilleur apprentissage. Tous les enseignants vont recevoir leur salaire, a-t-il promis. Le titulaire du ministère a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité de l'instruction. Lespi Maniga, au micro de notre correspondant à Léogane, Takola Jean Prepti. Ce qui est important pour nous dire, c'est que, premier mi dans l'école là, le président de lancé, il a dit l'école gratis pour tout le monde. Pendant le premier mi-temps, a continué. Au deuxième mi-temps couvert là, côté président a dit, c'est une autre qualité de l'école pour tout le monde. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout le gouvernement mobilisé, le ministère de l'Éducation nationale recevoir instruction ferme pour que pendant que les chita sont dans l'école, pendant que l'effort continue fait pour que les capable de recevoir matériel scolaire, livres, un plat chaud par jour, eh bien nous assurons que le gouvernement vraiment mette en place conditions, puis plus toujours, pour mobiliser les professeurs. Pendant nous toute une année, nous prenons mettre des outils pour les professeurs former tête, puis plus toujours pour que les gens qui sont dans l'école, ils apprennent qui sont tout bon. Timide, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier la rentrée des classes dans la région métropolitaine de Port-au-Prince le lundi 8 septembre. Le constat dressé par la radio Télésignal a permis de voir que bon nombre d'établissements scolaires n'ont pas ouvert leurs portes pour la première journée. D'autres, en revanche, ont pu fonctionner, mais avec très peu d'élèves et de professeurs. Les salles de classe étaient pratiquement vides dans certaines écoles. Michel Alexis et Fézia Mathieu ont fait un tour dans certaines écoles de la capitale. Suivez leur reportage. À Port-au-Prince, les portes de beaucoup d'écoles privées sont pratiquement fermées ce lundi 8 septembre, date officielle de la rentrée scolaire. C'est le cas des collèges Saint-Pierre à la rue Capois, Blaise Pascal à la Lue, Fernand Prosper ou encore Jules Miste Joseph à la 2e impasse Lavaux. Des établissements scolaires publics tels des lycées et écoles nationales qui ont accueilli les écoliers ont fonctionné avec un effectif très réduit. Cette situation est la conséquence des maigres moyens économiques des parents, estime Jean-Gérard Fleuriot, directeur du lycée Jean-Jacques Dessalines à l'avenue Christophe. Pour que ça fait que nous pas gagné une quantité imposante en fait, d'élèves de la section fondamentale. Écoutez, raison est simple, raison d'ordre économique, d'accord. Et soit regarder en fait même pas petit monde qui là, ou après que en pile là-dedans, yo pas venir en uniforme.
En dépit des maigres recettes de cette réouverture des classes, quelques institutions scolaires commencent à fonctionner normalement. Dans les écoles congréganistes, beaucoup d'élèves sont remarqués. Même cas de figure pour le lycée Marie-Jeanne et celui du 150e, entre autres, mais où peu de professeurs ont répondu présent. Maintenir la rentrée scolaire au 8 septembre cette année s'inscrit dans le cadre des mesures annoncées par les responsables du ministère de l'Éducation nationale pour renforcer le système éducatif haïtien. L'année académique 2014-2015 comportera environ 220 jours de classe contre 183 l'année dernière, alors que la moyenne internationale est de 200 jours. Signature mercredi d'un accord de coopération entre les ministères de l'Éducation nationale d'Haïti et de la Finlande. Cette initiative rentre dans le cadre d'une réflexion sur une meilleure stratégie visant à adresser les problèmes liés à la qualité de l'éducation en Haïti. À cette occasion, le ministre Nespi Maniga a mis l'accent sur la qualité de l'éducation qui doit nécessairement passer par la compétence et la qualification des enseignants. Il a souligné entre autres que cette quête de recherche d'amélioration de qualité continue de l'éducation constitue une préoccupation majeure de son administration. Nespi Maniga répond aux questions de Ludmila Marc et Yvan Saïd. Nous sommes intéressés à Finlande parce que Finlande a à peu près le même modèle avec nous. Il y a 50 ans, ils ont un système de l'école primaire qui a 6 ans. Ils ont changé. Ils ont vu aujourd'hui en école fondamentale 9 ans, tant que nous-mêmes aujourd'hui. Donc ils n'ont pas fait examen en 6 ans. Ils ont même fait examen après 9 ans. Ils ont une école secondaire après 9 ans fondamentale là, qui a 3 ans. Nous-mêmes nous continuons avec 4 ans là. Donc nous devons regarder comment ça marche là. Pas pour nous copier ça au fait, mais pour nous garder, même j'en ai gardé ça Cuba fait, ça Costa Rica fait, pays qui réussit dans la région. Nous devons gagner un pays qui est plus fort dans la éducation, qui explique nous qui j'ai fait ça. Donc il est important, dans l'accord, il va parler de nous faire formation pour professeurs, il va parler de nous dans les affaires permis que nous avons les professeurs. Nous parlons des étudiants qui sont dans la science éducation qui parlent passer faire stage là. Nous parlons des professeurs là, que ce soit dans l'université qui parlent faire stage là. Donc nous développons vraiment un bon champ de coopération côté l'État, il s'appelle des parle pour faire que à quoi ça marche. Coopération ça veut dire combien? Coopération ça naturellement nous avons des experts qui étaient qui travaillent là pour capable de détails dans la coopération. Moi et Marvel nous mettons d'accord sur nous voulons coopérer, mais dans quel domaine nous allons coopérer, mais c'est reste experts qui travaillent qui parlent définir calendrier, domaine qui parlent dire par exemple est-ce qu'année prochaine nous avons 10 étudiants qui parlent en Finlande, combien de professeurs qui parlent venir ici en tout, donc détails ça après. L'organisation Volontariat pour le développement haïtien VDH a procédé lundi au lancement d'un site internet répondant aux questions des jeunes sur le VIH et le planning familial, entre autres. L'adresse du site est le www.forumdesjeuneshaïti.ht, a précisé le secrétaire exécutif du VDH, Arnaud Descartes. Cette initiative, qui bénéficie de l'appui du ministère de la Santé publique et du Fonds des Nations Unies pour la population, devrait aider les jeunes du pays à s'informer et se former afin de prévenir des dangers liés à ce sujet. Arnaud Descartes. Nous connaissons que les jeunes sont particulièrement vulnérables par rapport à la question VIH-Sida. Si la prévalence nationale c'est 2,2%, les jeunes ont une grosse part dans la prévalence. Naturellement, on a dit que 0,9% parmi les jeunes, avec un petit peu plus pour les filles, côté 1,3%. Naturellement, on a dit tout que les adolescentes, donc entre 15 et 19 ans, on a dit que 14% d'adolescentes dans le pays ont déjà fait expérience de grossesse. Ce qui veut dire que la question de grossesse précoce non désirée, c'est une question qui est présente dans le milieu jeune. Ceci étant dit, jeunes sont particulièrement vulnérables par rapport au VIH, particulièrement vulnérables par rapport à grossesse précoce et non désirée. Et dans ce sens-là, le ministère de la Santé publique, UNFPA et VDH dit qu'il a lancé un site, mettait à la disposition de jeunes 11 outils qui permettent de discuter, joindre premièrement information et discuter sur question méthode PF, sur question sexualité, sur question VIH-Sida. Et naturellement, c'est un site qui permet de joindre des références sur tout côté capable de joindre des services en matière de PF. Enfin, c'est un site qui permet que les jeunes soient capables de joindre information généralement sur la jeunesse, sur la culture ou ensemble de sujets qui sont capables d'intéresser.
Parlons culture à présent. La 3e édition de la Haïti Fashion Week a été lancée cette semaine autour du thème « Ma mode, mon patrimoine ». Cette activité se déroulera du 30 octobre au 2 novembre 2014 à Pétionville. L'Union européenne, dans le cadre de son programme européen de soutien aux initiatives culturelles, finance 40% du coût global de l'événement. Environ 45 designers haïtiens participeront à cette grande activité culturelle, indique la fondatrice de Mouda Haïti, Maggie Duarcé, qui était au micro de Ludmilla Mack et de Randy Henry. Nous sommes une nation qui sait s'adapter à toutes les situations et qui se relève toujours devant l'adversité. Malgré nos déboires, malgré les incompréhensions internes et externes, nous avons tenu la barre haute et nous nous engageons à continuer à porter ce flambeau qui devient pour nous, et nous l'admettons, plus qu'un devoir, mais une mission pour hisser notre pays plus haut, pour effacer cette image négative qui nous colle à la peau, qui nous colle aux os et jusqu'au cœur. Nous l'avions montré en 2012 à plus de 14 millions de personnes, en 2013 à plus de 30 millions. Cette année, nous allons multiplier cette cote avec le Mexique, notre pays invité d'honneur, qui compte environ 123 millions d'habitants. Nous avons également commencé les démarches auprès du Fashion Board à New York pour que Haïti Fashion Week soit certifié et rentré dans le circuit international de la mode comme un grand. C'est donc une intense satisfaction de voir tant d'efforts et tant d'engagement de cette filière culturelle prendre forme par la matérialisation de cette rencontre annuelle incontournable qu'est Haïti Fashion Week. Haïti Fashion Week cette année, ce sont plus de 45 designers et 45 mannequins nationaux et internationaux venant du Mexique, de la République dominicaine. Avant de refermer ce 56 minutes synthèse, clôture le lundi 8 septembre dernier de la dernière session ordinaire de l'année législative, occasion pour le président de l'Assemblée nationale de dresser un bilan sombre des actions posées par la 49e législature. Lancement officiel de l'année scolaire 2014-2015, le 8 septembre à Léogane par le chef de l'État, le ministre de l'Éducation nationale, le président Martelly, a renouvelé la volonté de son administration à améliorer le système éducatif haïtien. La crise politique actuelle en Haïti a été au centre d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies jeudi. La chef de la MINUSTAH, Sandra Honoré, a dénoncé un manque de volonté des acteurs haïtiens à parvenir à un accord en vue de faciliter la tenue d'élections dans le pays cette année. Jean-Bertrand Aristide a signé à résidence surveillée suite à une décision du juge Lamar Bélizer chargé d'instruire le dossier de corruption, détournement de fonds publics et trafic illicite de stupéfiants impliquant l'ex-chef de l'État, une assignation de plus en plus contestée par des juristes et des parlementaires. La Direction générale des impôts resserre l'étau autour des chauffeurs et propriétaires de véhicules non encore détenteurs de vignettes. Pour l'exercice fiscal 2013-2014, des instructions ont été passées aux agents de la PNH pour confisquer tout véhicule circulant sans la vignette à partir du 10 septembre 2014. Lancement de la 3e édition de la Haïti Fashion Week autour du thème « Ma mode, mon patrimoine » prévu du 30 octobre au 2 novembre 2014 à Pétionville. Cet événement culturel réunira environ 45 designers haïtiens avec comme pays invité le Mexique. À l'étranger, les États-Unis ont commémoré ce 11 septembre le 13e anniversaire de l'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center. L'occasion pour le président Barack Obama d'appeler les Américains à ne jamais céder à la peur. Voilà qui met un terme à ce 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.